Eh ben, écoutez, c'est parti. On a encore un gros programme et en plus, cette fois-ci, Maestrix un peu spécifique. On n'a que 30 minutes. Gros défi. En plus, Héloïse, elle a beaucoup de choses à vous partager. Donc, on va essayer d'être concis. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, les Maestrix, c'est les events qui sont organisés par l'école Maestro. Maestro, c'est l'école du produit et de la tech. On a différentes formations qui sont proposées. La première, qui est lancée bientôt 2 ans. Le 2 juin, ça sera l'anniversaire des 2 ans de la formation. C'est un programme intensif sur 7 semaines pour devenir product manager. Et en fait, on a eu plus d'une dizaine de promotions avec à chaque fois des nouveaux aspirants qui soit avaient déjà un peu fait de produit, soit pas du tout, et voulaient reposer des méthodes, réutiliser les outils, se nourrir du partage d'expérience parce que nos intervenants, c'est des head of product, des entrepreneurs, etc., qui participent à ces formations. Et en fait, Héloïse et moi, bah, on est constamment avec ces personnes qui nous racontent leur quotidien, qui nous racontent leur blocage dans leur travail, qui nous racontent les nouvelles tendances qui arrivent, les nouvelles méthodes qu'ils utilisent. Et du coup, c'est grâce à cette écoute que Héloïse va vous en dire beaucoup plus. Je suis un peu en train de spoiler ce qu'elle va vous dire dans une minute. Mais c'est avec cette écoute qu'en fait, Maestro fait naître des nouveaux programmes. Et donc, du coup, aujourd'hui, on forme aussi au product design. On forme à la tech pour les product managers, parce que c'est une API, le front-end, etc. On forme aussi aux produits responsables. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un produit qui est respectueux de l'environnement, de la planète et de ses utilisateurs. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va avoir un gros focus sur le no-code, qui est un sujet sur lequel Héloïse a énormément travaillé ces derniers mois. Et du coup, je vais te laisser, Héloïse, nous en dire plus sur toi. Ouais, avec plaisir. Déjà, avant de commencer, j'aimerais un peu savoir du coup qui vous êtes. Je sais que Manon, on avait déjà échangé et donc je vois un peu ton parcours, mais les autres, si vous voulez nous dire rapidement dans le chat si vous êtes plutôt côté produit, plutôt côté maker no code, si vous êtes freelance, si vous débutez sur le sujet. Et aussi, deuxième petite question, je vous mets à l'épreuve, votre niveau en no code de 0 à 5, comment vous évaluer afin que je puisse aussi cerner votre profil et voir si j'ai beaucoup de choses à vous apporter ou si je vais direct sur la casquette expert. Trop bien. Pour vous redire un peu du coup pourquoi on est là et pourquoi je suis ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Du coup, comme l'a dit Flavie, on lance des nouveaux programmes et moi notamment, ça fait 5 mois que j'ai interviewé plein d'experts sur le no-code. J'ai fait presque 50 interviews utilisateurs et l'objectif du coup, c'était un peu d'échanger, de comprendre le marché, les attentes des recruteurs. Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup d'offres de postes en tant que no-code maker et du coup, j'ai eu un peu plein d'insights et plein d'apprentissage et du coup, je trouvais ça bien de le partager avec vous pour aussi vous faire part un peu de ce que j'ai retenu sur le no-code et comment en fait du coup on en a construit le programme Maestro. Et donc évidemment, si vous avez des questions ensuite dessus, n'hésitez pas, je serai ravie d'en discuter avec vous. Donc pour commencer, je voulais casser un peu du coup des idées reçues que j'avais moi-même avant même de lancer le programme de la formation. Et la première, c'était que pour moi le no-code, c'était un moyen de lancer des MVP, des prototypes et de faire des choses très rapidement, un peu en parallèle de son boulot. Et en fait, je me suis rendu compte au cours de ces interviews-là que pas seulement ça peut vraiment être un moyen solide de lancer son projet. Et notamment, j'ai eu le retour d'expérience de Conto et Prelo qui sont aujourd'hui des gros produits digitaux et je ne sais pas si vous connaissez ces entreprises-là, mais elles ont développé leurs produits en no-code puis low-code et Prelo notamment a décidé de se construire de manière pérenne en no-code et de scaler sur ces outils-là. Donc, je trouve que c'était un apprentissage premier que j'avais eu de me dire en fait le no-code c'est pas juste lancer des MVP et des moyens de faire des side projects. La deuxième idée reçue que j'avais, c'est de me dire le no-code c'est facile. En fait, on n'est pas dev, on n'est plus tech. Le no-code c'est facile pour tout le monde, donc n'importe qui peut s'y former. Alors c'est pas facile, c'est accessible et c'est la nuance que j'en ai retenue de ces échanges-là, c'est qu'en fait oui, avec de la motivation, des ressources, des échanges, on peut se former au no-code parce que c'est une thématique où il y a énormément d'apprentissage
d'apprentissage et d'entraide. Je me suis rendu compte vraiment que la communauté de nos codeurs était vraiment hyper ouverte dans l'entraide. Et donc ça rend la thématique accessible, mais c'est pas facile. Il y a des outils où la rampe d'apprentissage, elle est vraiment raide. Donc évidemment, il y a aussi une question de typologie d'outils et de besoins. Et donc c'est aussi choisir le bon outil pour le bon besoin. Mais c'est pas forcément très très facile d'accès en fonction des outils et de l'utilisation qu'on veut en faire. Autre petit conseil que je peux avoir pour vous si vous êtes plutôt no-codeurs débutants, c'est que ces trois aspects-là, toutes les personnes avec qui j'ai échangé, qui font aujourd'hui du no-code dans leur quotidien et qui l'ont vraiment intégré dans leur process, m'ont donné ces 3 conseils et m'ont dit, voilà, déjà, si tu as envie de prendre en main le no-code et si tu as envie de transmettre ce goût-là à des personnes qui débutent et qui connaissent tout juste la thématique, c'est travailler sa résilience. Travailler sa résilience, pourquoi? Parce qu'en fait, ça rejoint mon point juste au-dessus, mais vous allez vous confronter à des bugs, à des choses que vous n'arrivez pas à concrétiser. Vous allez avoir une problématique que vous voulez tout de suite automatiser ou tout de suite concrétiser sur un outil, et vous allez vous prendre des murs parfois. Et du coup, en fait, c'est un peu l'état d'esprit et ce que j'en ai décelé de l'état d'esprit qu'avaient les personnes qui ont le no-code au quotidien, c'est vraiment l'aspect de résilience. Le deuxième, je vous conseillerais d'intégrer des communautés puissantes qui vous permettent en fait de trouver des réponses, de vous challenger. Et notamment, le no-code, il y a des vraies communautés. Alors, il y a une communauté qui s'appelle No-Code France qui est vraiment géniale, où il y a plein de ressources, plein de personnes s'aident. Et donc, je vous invite à y faire un tour aussi pour trouver plein de ressources et poser vos questions. Mais également, toutes les personnes dans votre entourage, même au sein de Maestro et de Maya Schools, il y a plein d'experts no-code, et donc de vous nourrir des échanges que vous pouvez avoir avec ces personnes, et donc vraiment de solliciter votre entourage, et surtout partir du principe en fait que chaque minute passée à se former est un investissement, parce qu'en fait comme ça rejoint mon point 1 de la résilience, mais le blocage fait que on a parfois besoin d'aller plus loin, d'apprendre, de creuser un point bloquant en particulier. Et en fait, une fois qu'on l'aura appris, qu'on se sera trompé, qu'on aura refait, on aura appris, et c'est ce qui permettra d'aller plus loin et de se sentir de plus en plus à l'aise et de monter en compétence sur cette thématique-là. Ensuite, je voulais vous parler des différentes motivations qu'on peut avoir pour se lancer dans le no-code. Alors, pareil, dans les retours que j'ai eus, il y a plusieurs motivations et plusieurs pain qui nous pousse à intégrer le no-code dans son quotidien. Le premier, c'est pour lancer son projet avec ses 2 mains et son cerveau, et de se dire, voilà, justement, l'aspect un peu side project, de se dire, le no-code va me permettre de faire mon prototype, d'aller loin sans forcément avoir de développeurs ou de coûts techniques particuliers. Le deuxième, c'est de pouvoir tester ses features et les envoyer en développement. Et ça, c'est beaucoup quand j'ai échangé avec des product people, et puis c'est énormément la communauté du coup aussi de Maestro qui m'a amené sur cette piste-là, c'est de se dire en fait via le prototype, via le fait de pouvoir faire des choses rapidement, le no-code permet aussi de tester et d'itérer, et donc en fait c'est une très grosse motivation pour les personnes qui se lancent dans le no-code, c'est de se dire je vais pouvoir être beaucoup plus agile parce que je vais pouvoir tester avant même de passer en développement. Et évidemment, il y a rechercher l'employabilité à vie. Alors ça aussi, c'est un des grands sujets sur lequel du coup j'ai travaillé, parce qu'en fait je me suis rendu compte en cherchant un peu du coup les postes de no-code maker, no-codeur, quand je tapais, déjà il y a beaucoup de terminologie, donc c'est dur d'identifier quel poste pour quelle casquette no-code, mais si vous regardez sur Welcome to the Jungle, le nombre d'offres de postes de no-code maker ça reste assez faible, et donc je me disais en fait est-ce que c'est vraiment un métier en tant que tel, est-ce que c'est suffisamment développé pour aujourd'hui vraiment parler de devenir no-code maker, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup une corde à un arc, et qu'en fait, quel que soit le métier, que ce soit côté growth, côté marketing, côté ops, il y avait énormément de no-code
qui pouvaient s'insérer et s'intégrer. Et donc, en fait, aussi, c'était un moyen de rendre des profils beaucoup plus employables parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui regardent aussi cette casquette-là parce que c'est des personnes justement résilientes et motivées et que du coup, c'est vraiment une casquette que recherchent de plus en plus les recruteurs. Et donc, si c'est pas forcément l'intitulé sur la fiche de poste de No Code Maker, dans les descriptifs des fiches de poste que j'ai lues, il y a quand même beaucoup de fois où le mot no code et cette skills, compétence-là remonte. Et le quatrième point de motivation, c'est évidemment automatiser ses tâches au quotidien. Parce qu'il y a énormément de tâches qui peuvent être répétitives ou alors qu'on peut un peu craquer. Et donc ça, c'est aussi une des grosses casquettes, une des grosses dimensions que permet le no-code, c'est d'être plus efficace et pas être plus efficace pour bosser plus. C'est pas la logique, c'est être plus efficace pour bosser mieux. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte avec plein de petits quick wins que permet le no-code et qui permet en fait de gagner du temps et en autonomie. Et donc, voilà, vous, encore une question pour vous, mais où est-ce que vous vous situez et vous qui vous intéressez du coup au no-code, quelles sont un peu vos sources de motivation? Est-ce que c'est ces quatre-là que j'ai cités ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et dans ce cas-là, je serais ravie de les découvrir. Ma recherche utilisateur ne s'arrête jamais. On peut regarder dans le chat, du coup, si vous voulez nous mettre un petit peu, vous, le gros focus là, à court, moyen terme, de vous former au no-code, c'est quoi? J'ai vu que vous aviez tous mis un peu votre note en termes de niveau no-code. On a plutôt des niveaux débutants, donc c'est cool, ça fait du boulot pour Héloïse. Et on a Maru, très cool, qui a splitté donc, par catégorie dans le no-code. Donc, partie intégration, partie design rapide, partie analytics. Enfin, c'est cool aussi, c'est une bonne notion de se rendre compte qu'en fait, on peut être très bon sur des parties déjà et identifier les endroits où on veut encore progresser. Alors du coup, là, on a Théo qui nous dit une potentielle solution pour un MVP. Oui, parce que Théo, tu étais présent en plus à notre Maestrix d'hier sur lancer son side project en no-code. Guillaume, mes motivations, tester un MVP avant de le développer. OK. Parce que Guillaume, c'est vrai, tu nous as dit que tu étais PM, toi, il me semble. Et Manon, pouvoir servir des causes sociales et proposer des transformations digitales à des structures autres que start-up parisiennes, démocratiser la tech grâce au no-code, c'est une très belle porte d'entrée. Ouais, totalement. Et Marie-Ange, centraliser et automatiser mes tâches. OK, grave, on est sur les quick wins là pour essayer de gagner du temps, pour retirer un peu les tâches chronophages. Et justement, je crois que c'est Marie qui demandait le lien qui était sur la précédente slide. Je vous l'ai mis dans le chat. Ça vaut le coup. Et en fait, c'est hyper marrant. Enfin, moi, je trouve ça trop cool. C'est un petit calculateur pour vous dire, par exemple, s'il y a une tâche que vous mettez 20 minutes à faire par jour et vous vous dites, ça va, c'est 20 minutes par jour, je le fais le matin, pop, 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 après, je pars sur ma journée. Et ben, en fait, avec ce petit calculateur, vous vous rendez compte que ça représente, je vais pas faire le calcul parce que je saurais pas le faire. On va dire 50 heures par mois et qu'en fait c'est énorme et que vous pourriez économiser tout ce temps et l'utiliser à plein d'autres choses, à vos passions, à lancer d'autres projets et à apprendre encore des nouvelles choses. Donc c'est assez cool et je trouve que c'est intéressant juste avant de se lancer dans l'automatisation d'une de ces tâches de quotidien de faire le petit calcul et comme ça on s'en rend compte. Carrément, trop bien. Bon, trop cool. Du coup, plein de motivations différentes. Et moi, ce que j'ai vu un peu de toutes ces motivations et même là de celles que vous dites encore aujourd'hui, c'est vraiment que en fait toutes ces motivations ont en commun de chercher à devenir autonome, à tester et à moindre coût. Et donc ça rejoint un peu la proposition de valeur que du coup on a voulu intégrer dans notre programme No Code chez Maestro. Et je vais peut-être passer dessus ensuite pour vous en dire un peu plus parce qu'il nous reste déjà plus que 15 minutes. Ouais. Peut-être ceux dans le chat, vous pouvez nous dire si vous avez déjà regardé peut-être le programme ou pas du tout et si vous le découvrez avec nous aujourd'hui. Voilà, je voulais juste si vous pouvez nous mettre dans le chat. Et puis bien sûr, là j'ai dans mes slides j'ai tout le programme, mais évidemment comme il y a 15 minutes, je vais pas vous le détailler en entier. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Flavie pourra mettre aussi dans le chat mon lien pour prendre rendez-vous avec moi. On peut carrément échanger par téléphone
téléphone si cette thématique vous intéresse, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne, donc je suis ravie d'en parler. Et donc, pour vous dire un peu plus du coup sur le programme de Maestro, on a décidé de créer ce programme un peu sous différentes casquettes. La première qui est importante, c'est sur le format. Donc, c'est un format qui est hybride avec énormément de pratiques, parce qu'on a un hackathon, que l'idée, c'est vraiment de faire au maximum. Et c'est comme ça aussi qu'on est persuadé qu'on prend bien en main les outils et les méthodologies. C'est vraiment par la pratique et le faire. Collaboratif, parce qu'en fait, vous allez toujours être en groupe, et c'est cette notion de promo où vous apprenez en pair et que vous complétez en fonction de vos manières de réfléchir et vos parcours. Et un format hybride, parce qu'en fait, on a aussi une plateforme d'apprentissage avec des cours vidéo qui permettent de compléter et d'acquérir votre culture produit tech, no-code en parallèle. Donc, pour vous dire, je ne vais pas rentrer après dans le détail de chaque slide, mais en fait, cette slide, elle est assez récapitulative et du coup, elle permet un peu de donner les grandes casquettes. Du coup, il y a 3 grandes parties. La première, c'est les bases du no-code et les fondamentaux du no-code. Donc, en fait, là, c'est vraiment l'idée que pour avant de se lancer sur des outils et sur de la conception, c'est important de déjà avoir toutes les méthodes de comment je construis bien une base de données, comment je comprends ce que c'est que la structure du web, qu'est-ce qu'une API, parce que c'est ce qui vous permettra derrière de très bien structurer et d'avoir le bon process pour concevoir. Et donc, c'est notre deuxième module qui est concevoir et construire, où là, vraiment, la finalité et l'objectif, c'est de sortir avec un produit canon dont vous êtes fier et que vous pouvez rajouter dans votre portfolio, toujours sans cette casquette aussi d'employabilité et de booster votre carrière. C'est que vous soyez en recherche ou en freelance, ça vous permet de développer ce portfolio-là et que vous ayez vraiment quelque chose de très concret à la sortie de la formation. Et donc, dans la partie concevoir et construire, c'est vraiment sous un format hackathon où chaque session, vous avez évidemment des experts qui viennent, que ce soit sur l'identification du problème, le prototypage, la constitution de votre front-end. Il y a aussi toute la constitution du back-office que vous allez faire pour ensuite pouvoir connecter les deux, de pouvoir donner vie à votre produit en connectant votre front-end et votre back-end. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on voit sur cette partie 2 du module. Et évidemment, la troisième, qui n'est pas des moindres, qui est sur automatiser et optimiser, parce que comme je vous le disais, quel que soit le métier ou les process que vous pouvez avoir, il y a plein de petits quick wins et de manières de gagner du temps avec le no-code. Et donc, c'est ce qu'on voit dans ce module-là. Et donc, c'est 36 heures au total, plus les homework. Les homework étant, du coup, ces cours vidéo que vous avez en parallèle sur la plateforme d'apprentissage. C'est sur un rythme de 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. C'est en ligne avec quelques sessions de présentiel pour les moments qui nécessitent vraiment qu'on soit en interaction et présent à côté de vous. Et donc voilà, ça commence le 2 juin, donc la semaine prochaine, jeudi prochain. S'il y en a qui sont intéressés pour faire partie de cette promotion, évidemment, faites-le moi savoir aujourd'hui au plus tard ou vraiment tout début de semaine prochaine, parce que la promotion est déjà quasiment lancée et donc il reste très peu de place et surtout l'onboarding est imminent. Mais voilà, du coup, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des slides qui sont après parce que c'est la brochure et qu'en fait, c'est chaque session, qu'est-ce qu'on voit et quel est l'objectif. Mais évidemment, n'hésitez pas à aller voir si la thématique vous intéresse et ensuite, si vous voulez encore plus creuser que la brochure, de prendre un rendez-vous avec moi. Là, je vous ai mis le en résumé qui est peut-être un peu plus clair que celle que j'ai présentée avant, qui est plus sur la partie pratico-pratique de quelle session, quelle date, quelle heure. Donc voilà, c'est cette semaine, du 2 juin au 13 juillet. On a un prix de lancement pour cette première promotion qui est à 1 999 €. Donc, c'est aussi un des petits avantages de cette première promotion-là. Et là, je vous ai remis un peu les outils vus qu'on aura au fur et à mesure de chaque session. Voilà, la pédagogie, si vous êtes des fidèles des Maestrix, vous avez dû en entendre parler pour Maestro et puis même pour ceux qui connaissent Maya Schools. Mais du coup, c'est des cours, des ateliers et des temps d'ancrage de pratique parce que, comme je le disais précédemment, l'idée, c'est de pas du tout rester dans la théorie, c'est vraiment de vous confronter et notamment dans l'aspect résilience que la personne qui aime le no-code a et la casquette du no-codeur. C'est important que vous soyez vous-même la main à la tâche pour avoir une courbe d'apprentissage qui soit déjà plus personnelle, individuelle et surtout très concrète et opérationnelle.
Voilà, alors du coup, vous vous demandez peut-être un peu pour qui est cette formation. Moi, c'est un peu les typologies du coup de personas que j'ai pour cette formation-là et en fait qui répondent au programme tel qu'on l'a construit. C'est à la fois du coup pour si vous êtes entrepreneur et que du coup votre idée elle a un peu besoin d'une rampe de lancement, d'un moment dédié sur lequel on peut vous accompagner et que vous avez envie d'être force de proposition sur la partie concevoir et construire de votre problématique, qu'on puisse vraiment vous donner toutes les méthodes et tout le process pour s'y lancer. Si vous êtes product people du coup et que vous avez envie de tester vos idées, de prendre en fait le no-code pour réussir à faire des tests et à voir comment sur votre MVP ça peut vous être utile, évidemment tous les 3 casquettes sont très utiles pour cette casquette-là. Freelance et demandeur d'emploi, ça rejoint le côté portfolio où en fait ça va être un produit canon que vous allez pouvoir montrer et qui va être en fait vous donner de la légitimité aussi sur cette thématique parce que c'est bien de dire qu'on maîtrise le no-code, mais de montrer par l'exemple quelque chose qu'on a développé soi-même en no-code, c'est toujours plus cohérent pour vos entretiens futurs. Et notamment, je voulais vous présenter ces 3 profils d'alumni Maestro qui sont un peu pour moi des exemples et qui m'ont vraiment aussi donné envie de creuser cette thématique du no-code, parce que c'est des personnes qui ont fait le bootcamp produit, mais qui en fait ont, dans ce bootcamp produit, vu le no-code comme une opportunité incroyable pour se positionner sur le marché professionnel. Et ces 3 profils très différents. Pascal, c'est un alumni qui avait toujours travaillé plutôt dans des grands groupes et qui avait envie de développer cette casquette un peu tech, de montrer qu'il était hyper adaptable et qu'il apprenait très facilement sur de nouveaux sujets. Et donc, en fait, lors de ces entretiens, il avait envie de développer un side project en no-code avec Maria Schools. Il a été accompagné pour développer vraiment un produit 100% en no-code. Et en fait, il a pu le montrer dans son portfolio et dire que c'était une preuve que même lui, qui n'avait pas du tout une casquette tech à l'origine, pouvait prendre en main ces sujets. Célia, elle était freelance produit. En fait, pour se positionner en tant que freelance, elle s'est rendue compte que le no-code, c'était vraiment une casquette qui lui permettait de trouver plus facilement des clients et de pouvoir avancer sur cette thématique-là. Et Clément, il a adoré le no-code dans la formation. Il est donc lui-même devenu no-codeur chez Allegria. Et donc maintenant, il travaille à fond sur le no-code. Et ça, c'est aussi pour vous montrer le parti pris de comment produit interagit avec no-code, parce que c'est quand même de là, et je devrais peut-être plus insister sur ça, parce que c'est la dimension initiale qu'on a et de laquelle on est vraiment persuadé, c'est que pour faire du no-code intelligemment, il faut avoir cette dimension produit, que ce soit parce qu'on conçoit des produits et que du coup, c'est bien de les développer avec les méthodes et la bonne culture produit qui est essentielle, et surtout au-delà de la culture produit en tant que telle, c'est des manières d'agilité et qui sont très proches de celles qu'on peut retrouver dans l'écosystème produit. Et donc c'est la dimension qu'on a vraiment envie de donner à cette formation-là aussi. Est-ce que, évidemment, alors, très bonne question, là, je vois qu'il y a une question. Oui, on a une question de Théo qui demande no-code et éco-conception. Il avait en tête que ça n'allait pas forcément bien ensemble. Est-ce que c'est une fausse idée? Alors moi, je partage un peu cet avis. En revanche, ça dépend. Alors il y a un peu les deux. Moi, c'est exactement le même. Au début, quand je me suis lancée sur la thématique, je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment très éco-conçu le no-code, etc. Alors déjà, je t'invite à aller voir. Il y a Alexandre Talon qui s'occupe de ce qu'on appelle le no-code for good et qui du coup voit aussi comment en fait le no-code peut permettre d'éco-concevoir. Et donc ça, c'est des thématiques qui sont assez creusées et intéressantes. Je pourrais t'envoyer des ressources si tu veux plus tard. Là, je les ai pas sur mes onglets ouverts, mais et du coup, je regarderai après. Mais donc non, il y a des choses qui sont en no-code qui sont éco-conçues. Ah voilà, merci Félix. Et surtout, en fait, le no-code permet aussi une simplicité d'interface. Tu vois, quand tu rentres dans du développement dur et que tu as beaucoup de lignes de code et que du coup, tu rentres dans du plus lourd, en fait, de fait, ton produit, il a un impact en termes, on appelle ça l'ego-gradeur, mais l'index de conception de ton produit est plus lourd que si tu le fais en no-code. Donc, c'est une bonne question et je pense que c'est une thématique qui a vocation à être creusée. Là, je te dis un peu en surface des premiers retours que moi j'avais eu et de ce que j'en avais un peu eu comme échange. Donc, je pense qu'il y a un peu cette ambivalence des deux. Après, il faudrait regarder un peu, justement, mesurer l'index de produits qui sont totalement développés en no-code pour voir par rapport à d'autres produits un peu plus lourds combien ça donne en termes de chiffres notamment. Mais après aussi, ce qui est bien
en termes de no-code, c'est que tu peux facilement revoir ton interface, te dire, OK, ça, c'était peut-être pas un pattern super respectueux de mon utilisateur. Là, il y avait un peu trop de scroll infini, etc. Et donc, tu peux facilement itérer sur ton produit, justement, comme on disait. Et donc, ça permet aussi de te rattraper par rapport à cette casquette-là. Donc, je dirais que ça te permet aussi un peu une agilité, une facilité qui permet de t'adapter aussi si tu te rends compte justement que ton produit n'est pas forcément éco-conçu ou pas très respectueux de ton utilisateur, de pouvoir faire un shift rapidement et adapter ton produit en fonction. Oui, je rebondis sur Manon, du coup, qui disait qu'elle voulait se former au no-code justement pour pouvoir s'en servir pour des causes sociales et proposer des transformations digitales à des structures autres que Startup Aizen. Donc, Manon, je t'invite à ce qu'on fasse un Maastricht dans 6 mois pour un retour Sur ce que tu as mis en place. Voilà. J'adore. Montrer comment le no-code peut être utilisé justement pour des causes sociales, pour de l'éco-conception. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Moi, j'aurais voulu vous mettre, j'attends en attendant que vous en notiez, je vous mets un petit sondage. Quand je publie, publier le sondage. Je vous ai mis un sondage dans la fenêtre juste à droite pour vous demander justement si ce format que vous a présenté Héloïse, c'était potentiellement un format qui vous correspondait. Voilà, on est très avide de retour. Donc, si vous pouvez nous mettre oui ou non. On a une question de Osven qui demande quel outil tu conseilles pour commencer le no-code? Pour débuter en no-code, c'est une bonne question. Alors ça, je pense que ça dépend un peu de ton appétence et de ton quotidien. Tu vois, moi, en tant que Ops et Operation, ma Bible, c'est Airtable. Parce que Maestro, nous aussi, on est 100% no-code. Maintenant, on a un CTO qui est arrivé et on va rentrer dans du dur. Mais on a quand même, depuis 2 ans, fait entièrement tout en no-code. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai abordé cette thématique. C'est en me disant, bah ouais, nous, on fait quand même beaucoup de trucs tout en no-code. Et moi, je trouve que Airtable, ça a été un bon moyen de m'y préparer parce qu'en fait, déjà, ça te permet de structurer bien en termes de base de données, ça te donne une bonne compréhension, tu as des automatisations qui sont facilement faisables avec Airtable, donc ça te permet aussi de commencer à avoir un peu cette logique d'automatisation. Et après Zapier, je trouve que ça permet quand même de connecter des outils assez facilement au tout début de Maestro, quand vous téléchargez une brochure sur le site qui était encore sur Wix et non pas Webflow, parce que maintenant on est sur Webflow, mais avant c'était sur Wix, ça envoyait directement dans le Airtable. Et donc en fait, ça permet aussi des petites aides comme ça d'automatisation qui sont assez facilement à prendre en main et qui ont la rampe d'apprentissage justement et moins raide que sur du Webflow. Ravi pourra vous en parler pour le site. C'est la pro du Webflow, mais qui sont plus durs et qui demandent un peu plus de temps, comme d'autres outils un peu plus lourds. Sacrée bande de monter en compétences pour se former sur Webflow. J'avais sous-estimé. Voilà, j'avais pas eu la présentation de Héloïse, mais j'avais sous-estimé. Non, mais en tout cas, voilà, là, c'est la fin de présentation. On a quelques ressources qu'on vous envoie aussi dans le chat, qu'on a référencées pour un peu creuser si ces thématiques vous intéressent. Surtout, n'hésitez pas. Là, je suis contente, on a réussi à tenir le timing de 30 minutes, mais c'est vrai que c'est short et qu'il y a peut-être des points que vous vouliez creuser davantage. Et puis surtout, en fait, c'est vrai que sur le programme, je suis passée assez rapidement. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus, au-delà de juste prendre un rendez-vous dans mon agenda, parce que parfois les créneaux peuvent être un peu espacés. Envoyez-moi un petit mail et je serai ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Et surtout, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Les mettre dans le chat. On en a une de Théo qui demande s'il y a d'autres sessions prévues après juin. Oui, alors pas tout de suite, mais en octobre. Du coup, c'est un petit peu espacé, mais la prochaine aura lieu en octobre. Donc, si cette session post-juin t'intéresse, n'hésite pas à me dire, je pourrais t'inscrire sur cette session-là. Trop bien. Est-ce qu'on a une dernière petite question pour Héloïse? Je vois que vous avez pas mal voté dans le sondage. Grosse majorité de oui, ok, cool. C'est un bon insight cool pour nous, comme on est aussi en test and learn de notre côté, on applique ce qu'on prêche. Et je prends tous les axes d'amélioration que vous voyez sur le programme. Toute critique sera très agréablement reçue. C'est comme ça qu'on progresse. Trop bien. Bon, écoutez, je vous ai remis toutes les ressources pour aller un peu plus loin que vous partage Héloïse. Et évidemment, le lien vers le site John Maestro pour les infos. Vous avez aussi le calendrier
Hello, si vous voulez la contacter pour des sujets no-code, pour des sujets un peu carrière, parce que bon, elle a rencontré énormément, enfin, elle connaît très bien tous nos alumni de Maestro, donc elle a eu beaucoup de profils de reconversion, de montée en compétences dans le produit et la tech. Donc c'est toujours cool si vous pouvez, enfin, si vous avez envie et besoin d'échanger avec quelqu'un d'extérieur et d'avoir un peu des recommandations là-dessus. Mais voilà, en tout cas, écoutez, je pense que c'est un bravo pour les 29 minutes du timing super respecté. Et merci à vous d'avoir pris sur ce temps de votre pause déjeuner pour parler no code. Ouais. J'étais ravie d'avoir ce moment avec vous. On espère que vous avez eu les réponses que vous étiez venu chercher. Je vous remets le lien vers nos meet-up parce qu'on en a deux. On a deux gros sujets qui arrivent la semaine prochaine. Un sur la méthode OKR avec Mathieu et un sur la méthode de Product Discovery avec Tristan Chavillac qui vient de publier le livre Discovery Discipline. Donc, on va faire une interview un petit peu pour avoir son retour et qui nous présente son bouquin et du coup les grandes méthodes qu'il y présente. Donc voilà, encore un gros programme et du coup, on vous dit à tous à très vite et puis une très bonne après-midi, un bon week-end de 4 jours pour les chanceux et un bon jeudi off pour les autres. Trop bien. Bah, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, bon après-midi.